Dans les immenses terrains vagues de Lima, là où la ville déverse tout ce qu'elle ne veut plus voir, le soleil de l'aube se levait timidement derrière des montagnes de déchets. Les silhouettes des camions s'effaçaient peu à peu, laissant place aux hommes et aux femmes qui, chaque matin, se faufilaient parmi les ordures comme des fantômes en quête de trésors oubliés. C'est là, dans ce décor d'odeurs âcres et de silence rompu par le bourdonnement des mouches, que se trouvait Christian Moral. Christian n'avait que 26 ans, mais ses joues creuses, ses yeux sombres et ses mains calleuses racontaient une histoire bien plus longue. Ses baskets trouées s'enfonçaient dans la boue noire à chaque pas, et son grand sac de jute, râpé par les années, pendait mollement sur son épaule. Son ventre criait famine, voilà 2 jours qu'il n'avait rien avalé de consistant. La fatigue et la désespérance pesaient sur ses épaules comme une armure invisible. « Mon Dieu » souffla-t-il, la voix à peine audible, en écartant des sacs gonflés d'ordures. « Si tu existes vraiment, aide-moi à trouver quelque chose aujourd'hui. » N'importe quoi. Ce n'était pas la première fois qu'il parlait à Dieu ici, au milieu de ce cimetière de restes humains. Peu à peu, le dépotoir était devenu pour lui une sorte de sanctuaire brut et sacré, un lieu où il pouvait pleurer, crier, implorer sans honte. Entre ces collines d'ordures, il trouvait une étrange liberté, celle de montrer son âme nue à un ciel qui, jusque-là, semblait muet. L'histoire de Christian ne commençait pas là. 3 ans plus tôt, il travaillait comme aide-maçon sur un chantier de San Isidro. Son quotidien, bien que modeste, avait un rythme, une promesse de futur. Tout s'écroula un mardi matin. Lorsqu'il arriva au chantier, il trouva les grilles fermées à double chaîne. Aucun préavis, aucun mot, aucune explication. Les patrons s'étaient volatilisés en laissant derrière eux des dizaines d'ouvriers sans salaire, sans recours, sans avenir. Ce soir-là, abattu, il rentra dans la minuscule chambre qu'il louait avec Patricia, sa compagne. Elle posa ses mains sur ses épaules et lui dit d'une voix douce. « Ne t'inquiète pas, Christian. Tu trouveras vite un autre emploi. Tu es honnête et travailleur. Quelqu'un verra ta valeur. » Mais les semaines passèrent et aucun employeur n'ouvrit ses portes. Lima débordait de jeunes prêts à travailler pour presque rien. Les rares postes se disputaient avec une férocité implacable. Christian n'avait ni relation, ni recommandation, seulement ses 2 mains et la volonté de s'en servir. Ses maigres économies fondirent en 6 semaines. Il dépensa le loyer en nourriture pour tenir un peu plus longtemps, mais un jour, tout prit fin. « Je suis désolé, Christian » lui dit don Raoul, le propriétaire de la pension, sans parvenir à soutenir son regard. « Je ne peux plus attendre. J'ai ma famille à nourrir. » Christian se retrouva à la rue. Patricia tint encore 2 mois. Elle venait le voir dans le parc où il dormait, lui apportant de la nourriture en cachette. Mais peu à peu, ses visites s'espacèrent. La honte et la douleur finirent par la briser. La dernière fois qu'elle le vit, elle pleurait. « Je ne peux plus te voir comme ça. Ça me tue. Ma mère dit que tu es maudit, que Dieu te punit. Je ne sais plus quoi croire. » À partir de ce jour, Christian survécut en vendant les matériaux qu'il dénichait dans les décharges, un peu de carton, des bouteilles, du métal. Il gagnait de quoi acheter du pain et, les bons jours, un peu de riz avec un œuf. Ce matin-là, le ciel commençait à rosir au-dessus de Villa El Salvador. Christian travaillait dans un coin du dépotoir qu'il connaissait bien. Les camions de Miraflor y déversaient leur cargaison et, parfois, parmi les sacs éventrés, on trouvait des merveilles, cartons presque propres, bouteilles consignées, morceaux de cuivre. 2 heures passèrent avant que ses doigts ne rencontrent une texture étrange, ni le plastique ni le métal, ni la putréfaction des déchets organiques. C'était doux, presque souple, comme du cuir. Le cœur battant, il fouilla plus vite. Ses mains sortirent une vieille portefeuille en cuir brun, tachée mais intacte. Il l'ouvrit avec un mélange d'espoir et de peur. Pas d'argent. Pas de carte. Pas de papier d'identité. Seulement un petit morceau de papier plié en 4, jauni mais soigneusement écrit à l'encre bleue. Christian le déplia et lut. « Jésus est ta providence. Cherche-moi ce soir. » 7 mots. Simple. Mais ils frappèrent son cœur comme un coup de tonnerre. Il resta figé, le papier tremblant dans ses mains. « Cherche-moi ce soir. » répéta-t-il, à voix basse. Qui avait écrit cela? Était-ce un hasard? Était-ce pour lui? Il regarda autour de lui, comme pour chercher un témoin, mais il n'y avait que les montagnes de déchets, les autres récupérateurs courbés sur leur butin. Christian glissa le message dans la poche de son pantalon.
Le reste de la journée, il continua à travailler, mais son esprit était ailleurs. Chaque mot revenait marteler son esprit, Jésus est ta providence. Était-ce une blague? Une coïncidence? Ou bien, la voix même de Dieu? À la tombée de la nuit, il marcha jusqu'au pont sous lequel il dormait, dans un recoin de Villa Maria del Triunfo. Le papier brûlait presque contre sa cuisse. Allongé sur ses cartons, il le relut à la faible lumière d'un lampadaire lointain. Les bruits de la ville s'étaient apaisés, seul restait le grondement lointain des bus et les aboiements des chiens errants. Il leva les yeux vers le ciel nocturne et, d'une voix timide, murmura. « Si c'est vraiment toi qui as mis ce message sur mon chemin, si tu vois ce qui m'arrive, je t'en supplie, aide-moi. Je n'en peux plus. Je ne sais plus comment continuer. » Les larmes brouillèrent sa vue. Il serra le papier contre sa poitrine et, pour la première fois depuis des mois, le sommeil l'envahit doucement, presque avec tendresse. Cette nuit-là, il fit un rêve qu'aucun mot humain ne pourrait décrire complètement. Il se vit debout dans un lieu inconnu, baigné d'une lumière dorée. Mais ce n'était pas une lumière qui éblouit, c'était une clarté qui enveloppait, qui réchauffait jusqu'au tréfonds de l'âme. L'air semblait respirer la paix. Chaque respiration lui remplissait la poitrine d'une joie profonde, d'une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Quelque part, il entendit une voix douce, mais puissante l'appelant par son nom. Christian. Il se retourna, le cœur battant. Et ce qu'il vit fit monter les larmes à ses yeux, une silhouette se détachait dans la lumière, rayonnante, les bras ouverts. Il sut, sans qu'on le lui dise, qu'il était devant celui qu'il avait appelé dans la nuit. Il n'y avait ni mur, ni plafond. Seulement une lumière infinie, douce et vivante, qui semblait respirer comme si elle possédait une âme. C'était une clarté qui ne brûlait pas les yeux, mais qui pénétrait le cœur. Et alors, il le vit. Un homme s'avançait vers lui. Il ne flottait pas, ne brillait pas comme les anges peints sur les vitraux des églises, mais sa présence remplissait tout l'espace d'une autorité silencieuse et d'un amour si puissant que Christian sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas une peur, mais une émotion qui débordait, comme si quelque chose de très ancien et de très vrai en lui venait d'être réveillé. L'homme semblait avoir la trentaine. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, effleuraient ses épaules, et sa barbe soignée encadrait un visage empreint de paix. Il portait une simple tunique couleur ivoire, et ses pieds nus touchaient le sol avec l'assurance de celui qui connaît chaque pas de son chemin. Mais ce furent ses yeux qui capturèrent Christian. Profond, d'un brun chaud, il semblait contenir des océans d'histoire et de tendresse. Christian voulut parler, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Pourtant, une certitude absolue se forma dans son cœur. Il savait qui se tenait devant lui. Jésus, murmura-t-il, et son souffle se transforma en prière. L'homme sourit. Ce sourire fut comme l'aube après la nuit la plus longue. Oui, mon fils, c'est moi. Christian sentit ses jambes fléchir sous l'émotion, mais une main ferme le soutint avant qu'il ne tombe. Le simple contact de cette main fut comme une décharge d'amour pur qui traversa tout son être, guérissant des blessures invisibles dont il ignorait l'existence. Mais, pourquoi? Balbutia-t-il, les larmes roulant sur ses joues. Pourquoi es-tu ici? Je ne suis personne. Je vis dans les ordures, j'ai tout perdu. Jésus l'aida à se relever et posa ses mains sur ses épaules. Parce que, lorsque le monde te dit que tu n'es rien, je viens te rappeler que tu es mon fils bien-aimé. Quand tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonne jamais. Quand tu crois qu'il n'y a pas d'issue, je suis le chemin. Ces mots firent éclater un barrage dans le cœur de Christian. Des années entières de douleur, de rejet et de désespoir se libérèrent comme un fleuve impétueux. J'ai fait de mauvaises choses, avoua-t-il en sanglotant. J'ai menti. J'ai volé de la nourriture quand j'avais trop faim. J'ai maudit ton nom quand je me croyais oublié. Je ne mérite pas que tu viennes à moi. Alors Jésus l'enlaça, et cette étreinte fut comme rentrer chez soi après un exil interminable. Mon fils, dit-il avec douceur, mon amour pour toi n'a jamais dépendu de ce que tu as fait ou non. Mon amour existait avant même ta naissance et existera bien après que tu aies quitté cette terre. Ce n'est pas le monde qui détermine ta valeur, c'est moi. Et pour moi, tu es inestimable. Christian sentit alors comme si toutes les chaînes invisibles qu'il avait portées pendant des années se brisaient en un seul instant. La honte, la culpabilité, ce sentiment d'abandon qu'il avait accompagné depuis l'enfance, tout se dissolvait dans cette présence d'amour inconditionnel. « Que dois-je faire » demanda-t-il en essuyant ses larmes. « Comment changer ma vie? Comment sortir de cette misère »
Jésus sourit à nouveau, et cette fois un éclat d'espérance illumina son regard. La seule chose que tu as à faire, c'est me faire confiance. Demain, quand tu te réveilleras, tu verras des portes s'ouvrir que tu n'imaginais même pas. Mais avant tout, il faut que tu comprennes quelque chose d'important. Jésus se détacha légèrement de lui pour le regarder droit dans les yeux. L'endroit où tu as travaillé parmi les ordures n'a pas été une malédiction. C'était ton école. Là-bas, tu as appris la valeur de ce que d'autres rejettent. Tu as découvert des trésors là où d'autres ne voient que des déchets. Maintenant, je veux que tu transformes ton expérience en espérance pour les autres. Que tu sois mes mains et mes pieds sur cette terre, spécialement pour ceux que le monde oublie. La lumière dorée autour d'eux devint plus intense. Christian sut, sans que personne ne le lui dise, que ce moment sacré touchait à sa fin. « Est-ce que je te reverrai » demanda-t-il avec inquiétude. « Tu me verras tous les jours » répondit Jésus avec un sourire serein. « Dans chaque personne que tu aideras, dans chaque obstacle que tu surmonteras avec foi, chaque fois que tu tendras la main à quelqu'un qui a connu ta souffrance, je serai là. » Il posa sa main sur le cœur de Christian, et une chaleur douce se propagea dans tout son corps. « Souviens-toi, ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, je le transformerai en bénédiction. Ton histoire de douleur deviendra une histoire de restauration. Ton expérience dans la vallée deviendra la sagesse qui guidera d'autres vers la montagne. » La lumière devint éclatante, et la silhouette de Jésus commença à se dissiper, mais sa voix resta claire, gravée dans l'âme de Christian. « Quand tu te réveilleras, va au marché central. Demande Don Eduardo, celui qui achète les cartons. Il sera ton premier pas vers la vie nouvelle que j'ai préparée pour toi. Mais souviens-toi, n'y va pas avec orgueil. Va avec humilité, avec gratitude et avec la certitude que je marche devant toi pour préparer le chemin. » Puis il n'y eut plus que la paix. Une paix profonde, totale, qui remplissait chaque recoin de son être. Christian ouvrit les yeux. L'aube filtrait entre les structures du pont sous lequel il dormait. Il se redressa lentement, le cœur battant. Quelque chose en lui avait changé à jamais. Ce n'était pas seulement un rêve, c'était plus réel que tout ce qu'il avait vécu éveillé. Il porta la main à sa poitrine, à l'endroit où Jésus avait posé la sienne, et sentit encore cette chaleur persistante, comme une marque invisible. Le petit morceau de papier était toujours dans sa poche. Il le déplia et relut les mots « Jésus est ta provision. Cherche-moi ce soir. » Maintenant, il comprenait, ce message n'était pas un appel désespéré à chercher Dieu, mais la promesse qu'il était déjà venu à sa rencontre. Il se leva, ramassa ses cartons et se mit en route. Mais cette fois, il ne marchait pas vers le dépotoir. Il se dirigeait vers le marché central, vers Don Eduardo, vers le premier pas d'une vie nouvelle. Chaque pas l'éloignait non seulement physiquement de son ancienne existence, mais aussi spirituellement. L'ombre de la désespérance qui l'avait accompagné si longtemps s'était dissipée. En lui naissait une foi silencieuse, indépendante des circonstances, ancrée dans la promesse de celui qui l'avait visité dans la nuit. Le marché central de Lima était un véritable labyrinthe de cris, de couleurs, d'odeurs entremêlées. Les étals regorgeaient de fruits, de légumes, de viandes suspendues et de piles de journaux. Christian avança timidement, son cœur battant à tout rompre, jusqu'à apercevoir un homme d'âge mûr, le regard expérimenté, triant des cartons et des papiers. « Bonjour, Don Eduardo » dit Christian en ôtant sa casquette par respect. L'homme leva les yeux, l'évalua de la tête aux pieds avec l'œil aguerri de quelqu'un qui a vu toutes sortes de gens passer devant lui. « Bonjour. Tu as quelque chose à vendre ? » ?»« Non, monsieur. Je venais en fait vous demander si vous aviez besoin d'aide pour votre travail. » Don Eduardo fronça les sourcils, continua de peser ses journaux. « Aide ? Je travaille seul. Je n'ai pas d'argent pour payer un employé. » Christian sentit une petite vague de découragement monter en lui. Mais aussitôt, il se rappela les paroles de Jésus, « Va avec humilité, avec gratitude et avec la certitude que je prépare ton chemin. » Alors, il inspira profondément et resta planté là, décidé à ne pas fuir, convaincu qu'une porte allait s'ouvrir, peut-être pas celle qu'il attendait, mais celle dont il avait besoin. Don Eduardo s'arrêta, les yeux plissés, scrutant le jeune homme devant lui. Christian, le souffle encore légèrement haletant après avoir aidé à déplacer quelques sacs, parlait avec une sincérité désarmante. « Je ne vous demande pas de me payer, Senor. Je voudrais seulement apprendre votre métier. Je peux porter les charges, ranger ce qu'il faut, aider comme vous me le demanderez. En échange, si vous pouviez m'apprendre comment fonctionne ce monde du recyclage, ce serait pour moi un cadeau.
Cette fois, Don Eduardo posa définitivement la balance qu'il utilisait et l'observa avec plus d'attention. « Et pourquoi ferais-tu cela ? Personne ne travaille gratuitement, muchacho. » Christian inspira profondément, prêt à mettre son cœur à nu. « Sonore, il y a 3 ans, j'avais tout, un emploi stable, un toit, une fiancée. J'ai tout perdu et j'ai fini à la rue, ramassant des déchets pour rester en vie. Mais hier soir, j'ai fait un rêve. Quelqu'un m'a dit que vous pourriez m'aider à changer ma vie. Je n'ai plus rien à perdre, mais j'ai encore mes bras et ma volonté. Je suis prêt à travailler dur, très dur, pour me relever. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Don Eduardo le regardait fixement, comme pour sonder son âme. Il ne pesait pas seulement les mots de Christian, il évaluait sa sincérité, sa détermination, peut-être même la vérité de son désespoir. « Un rêve, murmura-t-il enfin. Puis il se redressa, essuya ses mains sur son vieux tablier et croisa les bras. « Écoute, muchacho, je ne crois pas à toutes ces histoires ésotériques. Mais je crois au travail, et je crois aux secondes chances. Tu tombes bien, mon fils est parti en Espagne il y a 5 ans. Avant, il m'aidait ici, mais désormais je suis seul, et je n'ai plus la force d'autrefois. Cela fait des mois que je pense à prendre quelqu'un avec moi, mais je ne fais pas facilement confiance. » Le cœur de Christian se mit à battre plus vite. Une lueur d'espérance traversa son regard. « Ce travail est dur, » reprit Don Eduardo d'un ton ferme. « Il faut soulever des charges, trier des matériaux, affronter parfois des clients difficiles. Et je ne ménage pas mes apprentis. Si tu travailles avec moi, tu le fais sérieusement. Je suis prêt à tout, Don Eduardo. » L'homme hocha lentement la tête. « Bien. Je te donnerai une chance, mais à mes conditions. Tu travailles 3 semaines sans salaire. Cela te permettra d'apprendre, et moi de voir ce que tu as dans le ventre. Si au bout de ces 3 semaines je suis convaincu que tu es digne de confiance et travailleur, alors nous parlerons d'un vrai contrat. Marché conclu. » Christian tendit la main avec empressement. Don Eduardo la serra, esquissant son premier sourire de la journée. « Alors commençons tout de suite. Aide-moi à décharger ce camion qui arrive. » Les heures qui suivirent furent une révélation. Sous l'œil attentif, parfois sévère mais juste, de Don Eduardo, Christian apprit à reconnaître chaque type de papier, à distinguer le carton de qualité, à comprendre le prix des métaux. Chaque geste, chaque explication semblait faire partie d'un plan plus grand, comme si une main invisible le guidait. Christian avait l'impression de marcher dans une bulle de protection divine. Il se souvenait encore de ce matin-là, avant de rencontrer Don Eduardo, il avait erré dans le marché, demandant à 5 échoppes différentes où trouver un acheteur de matériaux recyclables. Finalement, une vieille femme qui vendait des herbes médicinales lui avait montré du doigt une allée plus éloignée. « Don Eduardo est là-bas, mon fils », lui avait-elle dit avec un sourire presque maternel. « Mais prends garde, il est un peu grognon le matin. » Christian l'avait remercié et s'était dirigé vers l'endroit indiqué, le cœur battant. Plus il approchait, plus il entendait le vacarme du métal qu'on pèse, du verre qu'on trie, des camions qui déchargent. Et là, il l'avait vu, un homme d'une 60aine d'années, solide, avec un large torse et un imposant moustache poivre et sel. Ses mains, couvertes de callosité, racontaient une vie entière de labeur. « Le recyclage, ce n'est pas seulement ramasser des déchets, » expliqua Don Eduardo un peu plus tard, alors qu'ils empilaient du carton. « C'est donner une seconde vie à ce que d'autres jettent. C'est trouver de la valeur là où les autres ne voient que du rebut. » Ces mots frappèrent Christian en plein cœur. Il résonnait avec ce que Jésus lui avait dit dans son rêve, transformer son passé douloureux en une source d'espérance pour les autres. À l'heure du déjeuner, Don Eduardo, assis sur un tabouret, un sandwich de chicharron à la main, osa lui demander. « Et toi, muchacho, tu crois en Dieu ?» Le regard de Christian s'illumina. « Oui, Sonore. C'est même lui qui m'a conduit jusqu'ici. » L'homme mâcha un moment en silence avant de répondre. « J'ai vu trop de choses dans ma vie. J'ai vu des gens bons souffrir et des voyous prospérer. Alors, parfois, j'ai douté. Mais de temps en temps, des coïncidences arrivent, qui me font réfléchir. Comme toi, par exemple. Tu es arrivé ce matin juste quand je pensais que j'avais besoin d'aide. Peut-être que ce n'est qu'un hasard. Ou peut-être que c'est la providence. Ce qui compte, c'est que tu es là et que tu veux bosser. » Les 3 semaines de mise à l'épreuve passèrent comme un souffle. Chaque jour, Christian arrivait à 6 heures du matin, une demi-heure avant l'ouverture,
pour préparer la journée, balayer, ranger les piles de carton, mettre les balances à zéro. Il est resté jusqu'à la fermeture, notant mentalement tout ce que lui montrait don Eduardo, la négociation avec les fournisseurs, la manière d'accueillir les clients, l'importance de tenir des comptes précis. Mais ce qui changeait le plus en lui allait bien au-delà de la technique, il retrouvait la dignité du travail. Pour la première fois depuis des années, il ne survivait plus simplement d'un jour à l'autre, il construisait quelque chose. Il sentait renaître en lui la fierté d'être utile, de contribuer à quelque chose qui dépassait sa propre histoire. Don Eduardo, sans rien dire, observait ce jeune homme qui se transformait sous ses yeux. Il le voyait saluer avec respect les collecteurs les plus pauvres, peser leurs matériaux avec honnêteté, leur donner un prix juste sans jamais tricher. Il voyait qu'il n'arrivait jamais en retard, qu'il ne se plaignait pas, et qu'à chaque jour qui passait, son regard devenait plus ferme, son dos plus droit. À la fin de la 3e semaine, don Eduardo l'appela à part. « Christian, tu as montré que tu es un bon gars. Travailleur, honnête, respectueux. Alors je vais te faire une proposition. Tu peux rester comme employé, avec un salaire fixe. » Il marqua une pause, plongea ses yeux dans ceux de Christian et ajouta. « Ou bien, nous pouvons devenir associés. Moi, je mets l'expérience et mes contacts. Toi, tu mets ton énergie et ton courage. On partage les bénéfices à parts égales après les frais. Qu'en dis-tu » Christian en resta bouche bée. En 3 semaines, il était passé de l'ombre d'un pont à une offre de partenariat dans une entreprise en plein marché. Il sentit dans son cœur que c'était une autre porte qui s'ouvrait, un nouveau chapitre dans le plan que Jésus avait commencé à lui révéler. « J'accepte, don Eduardo. J'accepte d'être votre associé. » Ils se serrèrent la main. Les yeux de don Eduardo brillaient d'une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. « Tu sais, Christian, mon fils m'appelle toutes les semaines depuis l'Espagne. Mais depuis des mois, nous ne parlons plus vraiment de ce travail. Il a choisi sa route là-bas, et c'est bien ainsi. Moi, j'avais besoin de quelqu'un ici qui comprenne que ce métier n'est pas qu'un commerce, mais aussi une façon d'aider les gens. Je crois avoir trouvé cette personne. » Cette nuit-là, en marchant vers son abri sous le pont, même s'il avait déjà commencé à économiser pour louer une petite chambre, Christian leva les yeux vers le ciel étoilé de Lima. « Merci, Jésus, murmura-t-il. Maintenant je comprends ce que tu voulais dire, mon passage par la vallée se transforme en sagesse pour gravir la montagne. » Et il ne savait pas encore que le meilleur était à venir. Quelques mois plus tard, grâce à leur association, Christian avait quitté définitivement la rue. Il avait loué une modeste chambre dans le district de Brena, épargnait régulièrement et se sentait renaître. Mais plus encore que la stabilité financière, c'était le sens qu'il trouvait dans son travail qui le remplissait de joie. Chaque matin, lorsqu'il voyait les collecteurs arriver avec leurs charrettes de matériaux recyclables, il reconnaissait dans leurs yeux fatigués et leurs mains usées la même détresse qu'il avait connue. Il y voyait aussi la même étincelle d'espérance, ce fragile désir d'une seconde chance. Alors il décida d'agir, d'écouter leurs histoires, de les conseiller, parfois de leur offrir un café chaud, juste pour qu'ils sentent qu'ils comptaient, qu'ils n'étaient pas invisibles. Un soir, alors qu'il comptait les gains de la journée, don Eduardo posa sur lui un regard bienveillant et dit : « Christian, ce que tu fais pour ces gens, c'est exactement l'esprit de ce travail. Ce n'est pas seulement une affaire de kilos de carton ou de sol gagné. C'est une manière de redonner de la dignité à ceux que la société oublie. » Christian sourit. Il savait, au fond de lui, qu'il était enfin sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui. « J'ai remarqué que tu paies un peu plus les collecteurs que le tarif standard qu'on avait fixé pour la semaine, » lança don Eduardo d'un ton posé. « Ça ne me dérange pas, mais j'aimerais comprendre pourquoi. » Christian cessa de compter les billets. Il releva la tête, le regard droit, sans esquiver. « Don Eduardo, vous savez d'où je viens. Je sais ce que c'est que de trimballer un sac de carton à travers toute la ville pour vendre 5 kilos à 3 sols. Je sais ce que c'est que de compter les pièces pour vérifier si on aura de quoi acheter le pain du jour. Un sol de plus par kilo, parfois, c'est la différence entre dîner ou se coucher le ventre vide. » Le vieil homme hocha la tête, songeur. « Je comprends ton cœur, muchacho. Mais attention, trop de sentimentalité peut faire couler un commerce. Pour aider, il faut rester rentable. » « Vous avez raison, » admit Christian. « Mais j'ai réfléchi à une solution. Et si on aidait davantage, sans sacrifier les marges? Certains cueilleurs apportent 10 kilos un bon jour, d'autres, comme aujourd'hui, 2 ou 3 à peine. Le vrai problème, c'est qu'ils tournent à l'aveugle.
Ils ne connaissent pas la ville, ne savent pas où se trouvent les meilleurs points de collecte. Il jeta un regard vers les piles de journaux que Don Eduardo alignait avec méthode, puis prit une décision qui allait changer leur trajectoire. Don Eduardo, accordez-moi 5 minutes. Je veux vous proposer quelque chose. Il exposa l'idée qui germait en lui depuis des semaines, organiser les collecteurs, leur donner des itinéraires, les former, partager avec eux une cartographie des zones les plus prometteuses au marché en fin de matinée, quartier de bureau au moment des déménagements, rue commerçante après les livraisons. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Grimaça Don Eduardo, fronçant les sourcils. Du volume garanti, répondit Christian. Un matériau plus propre, mieux trié, et surtout une fidélité qui évite qu'ils partent à la concurrence. Il marqua un silence, puis ajouta prudemment. On pourrait même facturer une petite commission pour l'orientation et les contacts. Pas beaucoup, juste assez pour couvrir nos efforts de formation et l'organisation. Don Eduardo demeura pensif. Le commerçant aguerri en lui faisait déjà tourner les chiffres, l'homme au grand cœur, lui, pesait l'impact social. Continue, dit-il enfin. Imaginez, au lieu d'avoir 20 collecteurs qui nous apportent chacun 5 kilos au hasard, on en a 20 qui reviennent chaque jour avec 15, 20 kilos de matière triée. On triple notre volume d'achat. On améliore notre pouvoir de négociation avec les grossistes. Et on réduit la concurrence déloyale. Don Eduardo compléta lui-même. S'ils travaillent avec nous de façon organisée, ils n'iront pas proposer leurs marchandises à droite et à gauche. Ils sauront qu'ici, ils trouvent un prix juste et des perspectives. Exactement. Et voici la partie qui m'enthousiasme le plus, on ne se contente pas d'acheter. On transforme des vies. Ces mots, Don Eduardo les garda en tête. Les jours suivants, Christian observa les visages qui passaient, ceux qui revenaient régulièrement, ceux qui disparaissaient, ceux qui portaient sur les épaules plus que des sacs de plastique une fatigue ancienne, un courage intact. Il écouta. Il mémorisa des prénoms, des histoires, des rues. Et l'idée prit racine. Un jeudi en fin d'après-midi, un homme que Christian n'avait encore jamais vu se présenta. La quarantaine, mince à l'os, des vêtements rapiécés 100 fois. Dans un sac plastique éventré, à peine 2 kilos de carton. Buena tarde, murmura-t-il en tendant le sac. Combien pour le carton? Christian pesa, calcula. 6 sols, sonore. L'homme reçut les pièces avec des mains tremblantes. Il les glissa au fond de sa poche comme on range un trésor. Puis se tourna pour s'en aller. Attendez. Lança Christian. Comment vous appelez-vous? L'homme se retourna, surpris qu'on s'intéresse à lui. Miguel. Miguel Quispe. C'est la première fois que je viens ici. D'habitude, je vends à Gamarra. On m'a dit que vous payez mieux. Christian percevait un léger accent andin. Un de ces milliers d'hommes venus de l'intérieur du pays cherchait, dans l'immense Lima, une porte entr'ouverte. Ça fait longtemps que vous faites ce travail, demanda-t-il. Miguel baissa les yeux, comme s'il avait honte de sa réponse. 2 ans. Avant, je conduisais des camionnettes. Un accident, plus de boulot. J'ai 3 enfants. Ma femme est malade. Ça, c'est tout ce que je peux faire maintenant. Il y eut, dans la poitrine de Christian, une vibration familière. Il se revit, 1 an plus tôt, dormant sous un pont, ramassant des restes pour survivre. Il se tourna vers Don Eduardo. Formons-les, souffla-t-il. Pas tous. 5 ou 6 pour commencer. Des personnes fiables, travailleuses. On leur donne des itinéraires, des techniques. On teste. Si ça marche, on étend. Don Eduardo, fidèle à son habitude, se gratta la moustache signe qu'il pesait une décision lourde. C'est une idée intéressante, Christian. Mais aussi un risque. On investit du temps et de l'énergie dans des gens dont on ignore s'ils seront constants. On commence petit, insista Christian. Et regardez Miguel, il compte et recompte ses 6 pièces comme si sa vie en dépendait. Ce que j'ai vu dans ses yeux, ce n'est pas seulement la fin. C'est la fin de dignité. Le vieil homme soupira, puis acquiesça lentement. D'accord. On essaie. Mais à mes conditions, sélection rigoureuse, règles claires. Si ça ne fonctionne pas, on arrête net. Christian sourit, soulagé. Il revint vers Miguel, qui attendait près de la balance, l'air hésitant. Don Miguel, vous avez un moment pour discuter?
J'ai une proposition qui pourrait changer votre situation. Pendant 1 heure, il lui parla de routes optimisées, de gestes simples pour préserver la qualité du carton, de la différence entre PET, HDPE et PVC, de la façon de présenter proprement sa marchandise et de négocier sans s'écraser. Miguel écouta en silence, écarquillant les yeux à mesure qu'une nouvelle carte de la ville se dessinait dans sa tête. « Mais, pourquoi feriez-vous ça pour moi » demanda-t-il enfin. « Qu'est-ce que vous y gagnez » Christian posa sa main sur son épaule. « Don Miguel, il y a 1 an, j'étais exactement là où vous êtes. Je ne voyais aucun futur. Quelqu'un m'a tendu la main, m'a appris, m'a relevé. Aujourd'hui, c'est à mon tour. » Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. « Vous croyez vraiment que je peux m'en sortir ? Je ne le crois pas, je le sais. Mais il faudra du travail, de la discipline, l'envie d'apprendre. J'ai tout ça, Joven. Tout ça, et plus encore. » Ainsi naquit, d'abord dans la tête de Christian, puis dans la réalité, ce qu'il appelait en secret, le programme. Avec Don Eduardo, il sélectionna 5 personnes, Rosa, mère seule de 2 enfants débordante d'une énergie farouche, Carlos, jeune père qui voulait rattraper l'école du soir, Aurelio, un vieil homme à l'allure fière dépouillé par une arnaque qui lui avait volé sa pension, et un couple solide, Juana et Raoul, anciens restaurateurs emportés par la pandémie. Chacun avait une histoire, un angle de chute et un point d'appui pour rebondir. Chaque samedi matin, ils se retrouvaient dans la cour à l'arrière du local. Une table en bois, des balances, des échantillons de plastique, des feuilles avec des cartes griffonnées à la main. Christian expliquait, démontrait, faisait répéter. Comment reconnaître les métaux à l'aimant? Comment repérer, dans les quartiers commerçants, les heures où les emballages s'entassent? Comment convaincre un gardien d'immeuble de garder de côté les cartons les plus propres? Comment tenir un carnet pour suivre ses kilos, ses prix, ses progrès? Mais plus que des techniques, il leur transmettait autre chose, une colonne vertébrale invisible. Rappelez-vous, répétait-il, vous n'êtes pas des ramasseurs d'ordures. Vous êtes des spécialistes de la récupération de matières recyclables. Vous ne demandez pas l'aumône, vous offrez un service utile à la ville. Ce que vous faites a de la valeur économique, environnementale, humaine. Les premiers résultats furent modestes, puis spectaculaires. Miguel, qui apportait 3 kilos par jour, en déposait désormais 20, triés au cordeau. Rosa arrivait coiffée, le dos plus droit, le regard fier. Carlos parlait de terminer le collégio en cours du soir. Aurelio redressait ses épaules, retrouvant cette dignité que personne ne devrait perdre. Don Eduardo observait, partagé entre l'étonnement et la fierté. « Que as-tu changé, exactement » demanda-t-il un soir, alors qu'il regardait la file des recettes s'allonger. « Rien d'extraordinaire » répondit Christian en souriant. « Juste cette chose, quand tu relèves quelqu'un, tu t'élèves toi-même. Ce que tu partages, se multiplie. » Il ignorait à quel point ces mots diraient vrai. 1 an plus tard, Christian se tenait au milieu d'un terrain qui, autrefois, n'était qu'un lot vague à San Juan de Lurigancho. À présent, s'y dressaient les installations de recyclage Esperanza, un hangar ventilé, des presses hydrauliques, des zones de tri aux couleurs vives, un petit bureau vitré où l'on avait accroché des photos au pas des machines, non, des visages. Ceux de Rosa, de Carlos, d'Aurelio, de Juana et Raoul, et de dizaines d'autres qui avaient rejoint l'aventure. Ce qui avait commencé comme une association dans un petit stand du marché central était devenu une opération employant 45 personnes directement, et soutenant bien davantage de familles par les réseaux de collecteurs formés. Le volume acheté avait triplé, tout comme la qualité. Les grossistes respectaient leurs délais. Les municipalités, intriguées, s'invitaient pour comprendre leur modèle. Ce matin-là, alors qu'il faisait le tour du site, un éclat de rire attira Christian vers l'espace de pause. Carlos montrait fièrement son diplôme d'études secondaires obtenu la veille. Rosa, les yeux brillants, racontait que sa fille aînée venait d'être acceptée dans un programme technique d'environnement. Aurelio, quant à lui, avait proposé de devenir mentor des nouveaux, à mon âge, dit-il, ce que je sais vaut surtout si je le transmets. Christian sentit sa gorge se nouer. Cette réussite avait un prix et des nuits blanches, des comptes serrés, des refus, des erreurs. Mais elle avait surtout un sens, chaque kilo pressé dans l'entrepôt était devenu une brique pour reconstruire des existences. C'est alors que Martha, la coordinatrice administrative, entra en coup de vent. Christian. La délégation de la municipalité de San Martin de Port vient d'arriver. Ils veulent implémenter notre modèle dans leur district. Il acquiesça.
Mais son esprit était encore ailleurs. La veille au soir, Patricia, son ancienne compagne, avait surgi après 3 ans de silence. Elle avait été reçue au bureau avec courtoisie. Il l'avait guidée à travers les allées, lui avait présenté l'équipe, raconté les parcours, celui de Miguel, surtout, qui désormais encadrait 2 équipes sur des routes qu'il connaissait comme sa poche. Dans la salle de réunion, Patricia avait fini par parler. Elle avait demandé pardon pour les mots durs, pour l'abandon au moment où il était tombé le plus bas. Elle avait dit qu'elle voulait revenir, reconstruire quelque chose avec lui. Christian l'avait écouté, le cœur paisible. Il ne portait plus de rancune. Il n'était plus l'homme d'autrefois, démuni, sans horizon. « Patricia, je te pardonne de tout cœur », lui avait-il dit doucement. « Vraiment. Mais je ne suis plus celui que tu as connu. Ma vie a un but qui dépasse mes envies personnelles. Dieu m'a donné une 2e chance. Et il m'a demandé d'en faire cela. » Il avait montré la fenêtre, l'entrepôt, les silhouettes en gilets fluorescents, les chariots qui entraient et sortaient. « C'est mon appel. » Il avait ajouté, sans dureté, mais avec une détermination tranquille. « Quiconque voudra marcher à mes côtés devra comprendre que cette mission n'est pas négociable. Elle est au centre. » Patricia avait hoché la tête, les yeux humides. Peut-être repartirait-elle. Peut-être trouverait-il un nouveau langage commun. Quoi qu'il en soit, Christian se sentait aligné, la fidélité à ce qu'il avait promis, un soir de détresse, quand il dormait encore sous un pont et qu'il avait supplié pour une porte ouverte. Dehors, la délégation municipale attendait. Christian sortit, salua, expliqua le programme, l'identification des points chauds de collecte, la formation progressive sécurité, tri, négociation, la petite commission transparente finançant les cartes et les mentors, le suivi via des carnets simples puis des fiches numérisées. Il insista sur l'éthique, un prix juste, un paiement immédiat, aucune dette imposée. Et surtout, la dignité comme moteur. Notre objectif, conclut-il, n'est pas seulement de recycler des matériaux. C'est de recycler des opportunités et de redonner une seconde vie aux choses et aux personnes. Le responsable municipal serra la main de Christian. Votre modèle prouve qu'on peut concilier économie et justice. Nous voulons l'adopter avec votre accompagnement. Martha, qui n'avait pas perdu son sourire depuis le début de l'expansion, s'approcha, un dossier à la main. On a déjà préparé les itinéraires pilotes et le plan de formation de 3 mois, dit-elle. Miguel coordonnera le terrain. Et Aurelio prendra le volet mentorat. Christian sourit. Il pensa à toutes ces fois où ils avaient payé un solde de plus au kilo, contre l'avis des comptes secs. À toutes ces petites décisions qui, mises bout à bout, avaient tracé une route. Le soir, l'entrepôt s'apaisa. Le cliquetis des presses se tut. Les derniers chariots sortirent. Miguel s'approcha, la veste tachée de poussière, mais le visage lumineux. « Joven, dit-il, vous vous souvenez du premier jour ? 2 kilos de carton, 6 sols, et vous m'avez demandé mon nom. Aujourd'hui, j'ai formé mon 10e collecteur. Il a rapporté 15 kilos propres. Il m'a dit en partant, je ne suis plus invisible. » Christian sentit la chaleur d'une gratitude simple lui monter à la poitrine. « On continue, don Miguel, répondit-il. Demain, on ajoute 2 points derrière le marché de Caqueta. Et on revoit les horaires de la zone industrielle, les camions déchargent plus tôt qu'avant. » Ils parlèrent encore un peu, de logistique, de gens, de rêves. Puis le portail se referma. La nuit de Lima déposait sur la ville son voile de bruit et de lueur. Christian s'assit un moment sur la marche devant le bureau. Il regarda ses mains, celles qui avaient ramassé des déchets pour survivre et qui, désormais, construisaient. Il pensa au jeune homme qu'il avait été, au pont, à la faim, au froid. À la première pièce d'espoir reçue. Aux mains tendues de don Eduardo. Au regard de Rosa, de Carlos, d'Aurelio, de Juana et Raoul. Au visage de Patricia, à la douceur d'un pardon dit sans s'accrocher au passé. Il leva les yeux vers le ciel opaque de pollution et de lumière. Et dans ce ciel sans étoiles, il sut avec la netteté d'une vérité qui ne vacille pas que la véritable richesse des Esperanza n'était pas dans les tonnes pressées, ni dans les contrats signés, ni même dans l'intérêt des municipalités. La vraie richesse était dans chaque personne qui, en franchissant ce portail, trouvait un nom, une direction, une possibilité. Le lendemain, à l'aube, quand la ville remuante s'ébroua, les gilets fluorescents reprirent leur danse. Des itinéraires précis, des poignées de main franches, des balances étalonnées, des sourires intériorisés. Et, quelque part entre un marché et une avenue,
un homme ou une femme qui se disait en ramassant un carton, « Je ne suis plus seul. Je fais partie de quelque chose. » C'est ainsi que l'on change une ville, un kilo après l'autre, un cœur après l'autre. Et c'est ainsi que Christian, jadis invisible, a appris la règle la plus simple et la plus féconde de toute économie humaine: quand tu aides quelqu'un à se relever, tu t'élèves toi-même et ce que tu partages, inévitablement, se multiplie. Lorsque Patricia arriva, elle eut un instant d'hésitation. Devant elle se tenait un homme en chemise et cravate, les cheveux soigneusement coiffés, le regard droit, habité de la dignité que seul le travail honnête peut offrir. Elle eut du mal à le reconnaître. « Christian, est-ce vraiment toi ?» demanda-t-elle, presque incrédule. Ce qui suivit fut l'une des conversations les plus bouleversantes de la vie de Christian. Patricia lui confia qu'elle avait suivi son parcours grâce à des amis communs, qu'elle avait lu des articles sur son entreprise dans les journaux locaux, et que, 1000 fois, elle avait pensé à le chercher, mais n'en avait jamais eu le courage. Les yeux embués de larmes, Christian lui répondit. « Je suis tellement désolé. Désolé de t'avoir abandonné au moment où tu avais le plus besoin de moi. Désolé d'avoir cru les paroles de ma mère lorsqu'elle disait que tu étais maudite. Désolé d'avoir manqué de foi en toi, en nous. » Patricia resta silencieuse un instant, puis dit doucement. « Oui, je t'aimais. Et oui, ton départ m'a profondément blessé. Mais aujourd'hui, je comprends que tout devait se passer ainsi. Si tu n'étais pas parti, peut-être n'aurais-je jamais touché le fond. Et si je n'avais pas connu le fond, jamais je n'aurais rencontré Jésus de la manière dont je l'ai rencontré. » Ils parlèrent ainsi pendant des heures. Patricia lui raconta ses 3 années de solitude, les relations sans avenir, les emplois sans passion, cette sensation de vide qu'aucune réussite n'arrivait à combler. « J'ai commencé à aller à l'église, » avoua-t-elle. « Je cherchais Dieu, je cherchais à comprendre ce que tu fais, qui tu es devenu. Je ne te demande pas de revenir en arrière, de reprendre ce que nous étions. Je veux juste savoir si, dans ta nouvelle vie, il reste une place pour moi. » Christian lui tendit la main et sourit. Il y a toujours de la place pour ceux qui veulent faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le lendemain, en regardant les allées et venues des travailleurs dans les installations de recyclage Esperanza, Christian prit la mesure du chemin parcouru. En 2 ans, il était passé de dormir sous un pont à diriger une entreprise devenue modèle national d'inclusion sociale et de développement durable. Miguel Quispe arriva en courant, rompant le fil de ses pensées. Devenu superviseur de la division nord des collecteurs, Miguel portait fièrement un uniforme à son nom et dirigeait désormais une équipe de 20 familles. Dont Christian, le camion de l'entreprise textile vient d'arriver avec les uniformes pour les nouveaux collecteurs. Où les range-t-on ? Dans l'entrepôt B, Miguel. Et n'oublie pas, demain, c'est la cérémonie de remise des certificats. Cette cérémonie avait été imaginée par Rosa, la mère célibataire qui avait fait partie du tout premier groupe de collecteurs formés. Aujourd'hui à la tête du département de formation et développement humain, elle avait insisté pour que chaque promotion de collecteur reçoive un certificat officiel de spécialiste en récupération de matériaux recyclables. Ce n'est pas juste un papier, avait-elle plaidé. C'est une preuve de reconnaissance, de dignité. C'est la confirmation que nous sommes des professionnels, que notre travail a de la valeur. À ce moment, Don Eduardo arriva accompagné d'une femme élégante d'une 50aine d'années. « Christian, voici la licenciée Carmen Rodriguez, directrice de la responsabilité sociale du Banco Continental. Elle souhaite vous parler du programme de microcrédit pour les collecteurs indépendants. » Christian la salua avec courtoisie, mais son cœur débordait de gratitude envers Dieu. Chaque jour amenait de nouvelles opportunités, de nouvelles alliances, de nouveaux moyens d'étendre l'impact de son projet. « Monsieur Moral, » commença la licenciée, « nous suivons le travail de recyclage Esperanza depuis un certain temps. Vos résultats sont impressionnants, baisse drastique de la pauvreté extrême parmi les familles participantes, augmentation de 300% des revenus moyens, plus de 100 enfants remis sur le chemin de l'école. » Christian acquiesça. Les chiffres sont importants, mais ce qui compte le plus pour moi, ce sont les histoires derrière ces statistiques. Comme celle de Donia Juana, qui a retrouvé confiance en elle et dirige aujourd'hui le comité des mères travailleuses. Voilà le véritable impact. La directrice sourit. C'est exactement pour cela que nous voulons collaborer avec vous. Nous souhaitons répliquer votre modèle dans d'autres villes, Arequipa, Trujillo, Chiclayo. Nous avons déjà le budget pour démarrer. L'entretien dura 1 heure. À la fin, les bases d'une alliance nationale furent posées. Quand la directrice s'en alla, Christian resta seul avec Don Eduardo dans son bureau.
Avez-vous jamais imaginé que nous irions aussi loin, demanda le vieil homme avec un sourire attendri. Christian, poursuivit-il, le jour où tu es venu à mon poste à Milonyntus, parlant d'un rêve où quelqu'un t'avait dit de me chercher, j'ai cru que tu étais un peu fou. Mais il y avait dans ton regard une détermination et une humilité qui m'ont convaincu de te donner une chance. Il se leva et se posta devant la fenêtre qui donnait sur la cour. Regarde tout cela. Si ce n'est pas un miracle, alors je ne sais pas ce qu'est un miracle. 45 employés directs, 200 familles bénéficiaires, des contrats avec 15 municipalités, la reconnaissance du ministère de l'Environnement. Christian se plaça à ses côtés. Vous savez ce qui me touche le plus? Ce n'est que le commencement. Chaque personne qui sort de la pauvreté est une victoire, une réponse à cette promesse inscrite sur ce vieux morceau de papier que j'ai trouvé dans la décharge. Il sortit de sa poche ce papier jauni par le temps et lut en silence, « Jésus est ta provision. Cherche-moi ce soir. » Les yeux levés vers le ciel étoilé, il murmura. « Seigneur, tu as tenu chacune de tes promesses. Tu ne t'es pas contenté de me donner de quoi vivre, tu as fait de moi une source de vie pour d'autres. Tu n'as pas seulement changé ma destinée, tu t'es servi de moi pour en changer des centaines. » Une présence invisible, mais palpable, l'enveloppa comme un manteau de tendresse. Dans son cœur résonna une voix intérieure, claire comme s'il l'entendait à haute voix. Ce n'est que le commencement. Reste fidèle dans les petites choses, et je te confierai les grandes. Un sourire illumina son visage. Il rangea le papier dans son portefeuille et prit le chemin de sa maison. Demain serait un nouveau jour, plein d'opportunités pour servir, aimer et être les mains et les pieds de Jésus sur cette terre. Son téléphone sonna, c'était Patricia. « Christian, dit-elle, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Je veux faire partie de ce que tu construis. Pas seulement de ta vie personnelle, mais de ton équipe. J'ai étudié l'administration et j'ai de l'expérience en ressources humaines. Tu crois que je pourrais contribuer? » Le cœur de Christian déborda de joie. « Oui, répondit-il, la voix pleine d'émotion. Demain, viens rencontrer Rosa. Nous avons une place pour toi dans l'équipe. Mais sache que nous ne travaillons pas ici pour l'argent. Nous travaillons pour un but. » C'est exactement ce que je cherche, répondit Patricia, et il pouvait entendre son sourire à travers le combiné. Après avoir raccroché, Christian leva une fois de plus les yeux vers le ciel nocturne. Merci, Jésus, pour chaque larme qui s'est changée en sourire. Pour chaque désespoir devenu espérance. Pour chaque fin transformée en nouveau commencement. Merci de me rappeler que les miracles n'arrivent pas toujours comme nous l'attendons, mais qu'ils arrivent toujours au moment où nous en avons le plus besoin. 3 mois plus tard, Recyclage Esperanza ouvrait sa première succursale à Arequipa. 1 an plus tard, le programme était reconnu par les Nations Unies comme modèle international de développement durable et d'inclusion sociale. Mais ce soir-là, en marchant dans les rues de Lima, sous les mêmes étoiles qui avaient été témoins de son abîme et de sa renaissance, Christian comprit une vérité profonde, tout ce qu'il avait vécu n'avait pas seulement été pour lui sauver la vie, mais pour qu'à travers lui, d'autres puissent être sauvés à leur tour. Et quelque part, dans un autre dépotoir de la ville, un jeune désespéré trouverait bientôt une vieille billetterie contenant un message qui changerait sa vie pour toujours. Jésus est ta provision. Cherche-moi ce soir. Car les miracles de Dieu ne se terminent jamais. Ils se multiplient, encore et encore.